Bonjour et bienvenue à notre séminaire de recherche de sciences humaines et sociales. Je suis ravie d'accueillir ce soir notre invitée Dr Agnieszka Dryjańska de l'Institut d'études romanes de l'Université de Varsovie. Et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Agnieszka Dryjańska nous parlera aujourd'hui de Dziedzictwo versus patrimoine, interculturalité en didactique de langue et culture à travers les mots-clés. Deux informations techniques pour nos étudiants en ligne. Veuillez éteindre vos microphones et caméras. Et pour votre information, ce séminaire est enregistré et sera disponible sur notre chaîne YouTube. Moi, je m'appelle Kinga Torbicka, je suis chercheure au Centre de civilisation française et d'études francophones de l'Université de Varsovie. Au début, je présenterai notre invité. Ensuite, nous écouterons son intervention et puis nous vous invitons au débat avec notre invité. Ce semestre, comme nous l'avons déjà présenté lors de première séance, nous nous concentrons sur la thématique de patrimoine. C'est pour cela que nous avons invité notre collègue de l'Institut d'études romanes, Agnieszka Dryjańska. Agnieszka, vous êtes maître de conférences à l'Institut d'études romanes de l'Université de Varsovie. Votre thèse de doctorat portait sur l'intégration de valeurs éthiques dans la didactique des langues et cultures dans le cadre interculturel. Vous vous intéressez à la linguistique computationnelle, notamment à la linguistique de corpus, qui fournit des sources de données et de matériel à des fins didactiques. Vos recherches se concentrent sur l'exploitation des données de corpus afin de construire et de comparer la représentation linguistique des objets et phénomènes désignés par les mots-clés et les mots valeurs dans différentes cultures. Alors, je vous en prie, Agnieszka, veuillez nous présenter votre sujet Dziedzictwo versus patrimoine, interculturalité en didactique des langues et cultures à travers des mots-clés. Nous allons partager la présentation. Voilà. Bonjour, bonjour à tout le monde. Et tout d'abord, bien sûr, j'aimerais remercier chaleureusement de m'avoir invité à ce séminaire et de pouvoir, pour moi, c'est vraiment une occasion vraiment très, très intéressante de pouvoir partager avec vous les résultats de mes recherches, mais également, c'est le sujet qui m'intéresse. Donc, j'aimerais bien sûr connaître vos impressions, vos opinions concernant le sujet de mon intervention. Et maintenant, j'aimerais passer à la présentation. Donc, voilà. Et je ne sais pas si vous voyez bien tous, mais ici, ça paraît assez bien. Voilà. Donc, alors, le sujet a été déjà présenté. J'aimerais, pour commencer, j'aimerais vous poser une petite question à laquelle j'espère nous pourrons répondre à la fin de mon intervention, puisque vous voyez ici deux triangles. Dans la première, moi j'ai ajouté un petit texte dimension plus horizontale et puis dimension plus verticale. Donc, j'aimerais qu'on réfléchisse vers la fin de mon intervention. Quelle est la signification de ce deux triangles? Qu'est-ce qu'il représente? Et voilà. Donc, pour commencer, j'aimerais présenter tout d'abord trois questions auxquelles j'aimerais répondre. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est le patrimoine pour les Polonais et pour les Français? Donc, j'aimerais introduire une perspective contrastive.
Est-ce qu'il y a des différences ou des ressemblances entre le patrimoine et la vision du patrimoine parmi les Polonais et les Français? Et puis, est-ce que la langue pourrait aider à répondre à cette question, c'est-à-dire la première? Est-ce que l'analyse de la langue peut nous fournir des données et finalement des réponses concernant les différences et les ressemblances dans la perception du patrimoine et l'attitude envers le patrimoine entre les Polonais et les Français. Et puis voilà le plan. Donc, il y aura plusieurs parties dans mon intervention. Puis, tout d'abord, je veux commencer par le FLE, donc français langue étrangère, puisque je suis didacticienne et je suis également linguiste, mais j'enseigne le français langue étrangère. Donc, ça, c'est mon point de départ. Donc, j'aimerais dire pourquoi en tant que didacticienne, j'aimerais parler de ce sujet. Et puis, j'aimerais dire quelques mots à propos de cette triade, langue, culture, lexiculture en FLE. Et puis voilà, le patrimoine à travers la langue, donc ce que je viens de dire. Puis le patrimoine à travers des ressources Internet et le patrimoine vision anthropologique. Donc, je vais essayer de ramasser certains certains documents, certaines preuves, disons, j'ai essayé disons, de confirmer un petit peu les résultats de mes recherches linguistiques. Ben justement, donc, le FLE, donc le français langue étrangère, et ici, nous avons une notion d'une compétence interculturelle. Donc, une compétence, je l'ai définie, voilà, la définition est présentée ici. Donc, c'est un ensemble d'aptitudes, donc de capacités, de compétences qui se forment lorsqu'une culture étrangère se superpose à la culture source d'un apprenant de la langue étrangère et influence un changement de son attitude. Donc, cette visualisation, je crois, elle explique en quoi consiste finalement ce phénomène. Donc, un étudiant qui veut apprendre, qui veut étudier une langue étrangère, commence à percevoir, à rencontrer certains phénomènes qui sont présents dans la culture et dans la langue étrangère. Donc, finalement, l'apprentissage d'une langue étrangère, c'est une sorte d'une rencontre avec autrui, avec une autre personne. Et puis, bien sûr, l'apprenant d'une langue étrangère commence à apprendre une langue étrangère, à percevoir une autre culture en ayant ses représentations personnelles. Donc, il arrive à un cours de langue avec sa vision d'une autre culture et d'une autre langue. Et puis voilà, les relations donc tout au long de l'apprentissage, la relation entre ce contact avec une autre culture et sa représentation, ça influence son identité, son attitude. Donc voilà, ça c'est la compétence interculturelle. Et puis, en FLE, nous avons un document qui est très, très important, c'est, disons, la Bible pour tous les didacticiens, praticiens. Et là, on s'occupe, on s'intéresse pas uniquement à l'apprentissage d'une langue, mais en relation assez forte avec la culture, et on parle de cette relation assez forte, donc finalement de cette attitude interculturelle. Donc finalement quelque chose de nouveau qui est né en tant que résultat de ce contact entre les deux cultures et deux langues. Et puis, on souligne dans ce document et dans la littérature également que on peut parler de la culture en cours de langue à travers les mots. Donc, la culture, on peut dire, est cachée dans les mots. Donc, si on est capable de bien analyser, de bien étudier certains mots dans une langue, on peut apprendre beaucoup de choses sur sa culture. Et ben voilà, il y a certains mots qui ont une charge culturelle très
très grande, très puissante, et un linguiste, un didacticien, Gallisson, un chercheur très très important pour le FLE, il a introduit la notion de lexiculture, donc des mots qui ont une charge très très forte. Ben justement, le patrimoine, c'est un exemple, c'est un mot qui peut être appelé, c'est un exemple de lexiculture, donc un mot qui a une charge culturelle très très forte. Voilà. Et maintenant, juste un fondement théorique un peu plus profond. Donc, on peut dire ce que j'ai essayé de visualiser sur cette diapositive. Donc, chaque langue en général, notamment son lexique, et peut être considérée comme un miroir de la société, une preuve, une confirmation d'une autre vision du monde et de la société. Et c'est une je ne sais pas si vous en êtes conscient ou non, mais en général, c'est une conception qui est assez ancienne, qui a des fondements philosophiques, mais également qui est ancrée dans les recherches cognitives, mais également en Pologne, il y a des ethnolinguistes qui s'en occupent, donc des relations entre la culture et la langue. Donc, c'est un courant slave, mais notamment polonais. Et puis, il y a également une autre racine, disons, ce sont des recherches anthropologiques. Voilà, on peut citer Lévi-Strauss, par exemple. Et donc, finalement, ces relations vont dans deux sens. C'est-à-dire, tout d'abord, la langue est considérée comme un produit d'une culture, de chaque culture. Donc, c'est la culture qui la forme, qui lui donne sa forme, la forme à la langue. Et puis, de l'autre côté, c'est la langue qui influence la culture. Donc, c'est voilà une relation réciproque. Et puis voilà, donc moi j'ai mentionné ces mots qui sont appelés en didactique la lexiculture. Parmi les chercheurs, parmi les ethnolinguistes, on utilise des mots, on part des mots-clés, mais en général, tout le monde est d'accord qu'effectivement, il y a cette relation forte entre la langue et la culture. Et, par exemple, notre linguiste éminent, le professeur Miodek, qui dit que l'accumulation de grandes émotions politiques et sociales est visible dans le langage. Et notamment, je répète, dans le lexique, dans les mots. Et on pourrait dire qu'on peut distinguer deux types de mots ici. Donc, tout d'abord, il y a des mots intraduisibles comme Gouag, Maïdan. Donc, voilà, donc les mots qui fonctionnent dans différentes langues sous la même forme, finalement. Donc, pour les comprendre, il faut tout simplement chercher leur définition, toutes les explications, mais on n'a pas d'équivalent. Mais il y a d'autres mots-clés, il y a d'autres mots à charge culturelle, et ce sont des mots qui ont leurs équivalents dans différentes langues. On peut les trouver dans différents dictionnaires. Et voilà, donc vous avez ici quelques exemples, donc comme ojczyzna en polonais, en anglais homeland, rodzina en russe et patrie en français. Également, ami, n'est-ce pas? Donc, la liberté et notre patrimoine, ce sont des mots qui ont leurs équivalents dans différentes langues. Et on pourrait dire que probablement, ça devrait peut-être faciliter un petit peu la tâche, c'est-à-dire la compréhension de tous ces concepts, de tous ces phénomènes qui se cachent derrière ces mots, que ça devrait être plus facile qu'avec les mots qui n'ont pas d'équivalent. Par contre, je vais vous montrer que c'est pas si facile que ça, parce que parce qu'effectivement, c'est uniquement, disons, les étiquettes, donc les signifiants dans ces signes linguistiques qui sont traduits. Par contre, les concepts, le vrai sens de ces mots est également intraduisible.
Et voilà, donc maintenant, j'aimerais expliquer pourquoi je me suis concentrée sur le mot patrimoine, puisque voilà mon point de départ, ça c'est l'apprentissage du FLE. Donc, tout d'abord, c'est le mot patrimoine. C'est un mot qu'on trouve dans des dictionnaires, pas dans les dictionnaires, mais dans les méthodes de français, dans des manuels de français. Et justement, vous avez un exemple dans le manuel en action 2, donc le niveau en action 2, donc ça c'est le niveau A2, donc le niveau assez bas quand même, et nous voyons le mot patrimoine. Et dans quel contexte? Ça, c'est intéressant. Donc, les Français commencent à remplacer le tourisme, plage, bronzage, farniente, par le tourisme intelligent, afin de découvrir le riche patrimoine historique et culturel de leur région. Ben justement, donc, voyez ici le contexte dans lequel apparaît le mot. Et puis, donc, c'est un contexte touristique, et moi, j'ai cherché, effectivement, j'enseigne également le français de spécialité concernant le tourisme, donc, effectivement, le mot patrimoine apparaît souvent dans le contexte touristique. Et vous en avez plusieurs exemples. Donc, et tout d'abord, ici, ici, ces deux premiers textes sont tirés d'un journal, d'un magazine pour l'apprentissage du français. Donc, également, le mot patrimoine y apparaît, et puis dans un contexte touristique. Et le dernier texte, c'est tout simplement un fragment qui se trouve sur un site touristique, n'est-ce pas? On y parle du tourisme et du patrimoine en même temps dans une phrase. Et puis, on parle des patrimoines multiples. Donc, ça, c'est également intéressant. Donc, ben, voilà, ça, c'est mon point de départ en tant que didacticienne. Voilà, il y a un mot qu'on devrait introduire, présenter aux étudiants et comment faire, parce qu'à mon avis, le sens de ce mot patrimoine qu'on a en polonais est un peu différent. Donc, les contextes qui sont là, pour moi, sont un peu surprenants. Et justement, donc, j'ai essayé de faire mes recherches concernant ce contexte polonais, et pour ne pas me fonder sur mon intuition, mais pour trouver quelque chose de plus concret, et bien justement, donc sur le site de l'université Jagiellon, moi je trouvais une telle description. Donc le patrimoine, bien sûr, cela est expliqué en polonais. Donc le patrimoine, un terme quelque peu pathétique, fier et démodé, voire ennuyeux pour certains. Au premier abord, il est probablement associé au patrimoine national, château de Wawel, monument, peut-être Chopin, Wieliczka, broderie de Łowicz. Donc voilà, tous ces éléments, je les montre sur cette diapositive. Donc, vous voyez, ce qui est, à mon avis, assez visible, même dans ce texte, c'est une petite connotation péjorative. Donc, c'est pas le patrimoine, c'est un terme qui est fier, bien sûr, mais pathétique, démodé, ennuyeux. Sur le site de l'université Jagiellon, ça me paraît assez intéressant. Mais je crois que ça, c'est une constatation, ces descriptions, et il y a une certaine vérité dans tout cela. Donc, l'attitude de notre société aujourd'hui est caractérisée, bien présenté, bien caractérisé sur ce site. Donc, voilà, nous voyons ici en français le patrimoine touristique, donc quelque chose qui n'est pas du tout péjoratif. Et ici, nous avons un terme qui a des connotations différentes, mais il y a cette nuance péjorative. Et voilà, maintenant, nous passons au patrimoine. Donc, normalement, quand on commence à étudier un mot ou des mots, on commence par leur étymologie, et nous voyons déjà la première différence entre le patrimoine et dziedzictwo. Donc, voilà, patrimoine en français, ça vient du latin, patrimonium, et donc héritage du père.
petite erreur de frappe. Et le mot apparaît au XIIe siècle. Par contre, en polonais, c'est un mot typiquement slave, d'origine slave. Ça vient de dziedzic, dedit, dziad, det, et il apparaît au XIVe siècle. Et puis, vous avez, je vous montre ici quelques exemples, quelques définitions, des fragments des définitions de plusieurs dictionnaires en français et en polonais. Et si on regarde tout cela, donc, nous voyons des ressemblances. C'est-à-dire, tout d'abord, le patrimoine et dziedzictwo ont un sens concret, n'est-ce pas? Donc, ce sont des biens de famille, des biens que l'on a reçus par héritage de ses ascendants, fortune, héritage, propriété, domaine. Donc, en polonais, nous avons plus ou moins la même chose. Donc, il y a un sens concret. Et puis, nous voyons ensuite le sens métaphorique. Donc, ce qui est considéré comme un bien propre, comme une propriété transmise par les ancêtres. Le fragment d'une définition du grand Robert. Et puis, dans les dictionnaires polonais, je n'ai pas trouvé de définition. Par contre, il y a des exemples de colocation, donc des structures dans lesquelles le mot apparaît le plus souvent. Et ben justement, donc si on regarde tout cela, nous voyons que dans ce sens métaphorique, nous voyons plus ou moins les mêmes sens et les mêmes colocations, n'est-ce pas? Donc, nous avons le patrimoine humain, culturel, artistique, archéologique, intellectuel et ainsi de suite. On peut remarquer que les dictionnaires français proposent un peu plus de colocation. Par contre, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, voilà, ce sont mes conclusions après avoir analysé le mot dans les dictionnaires. Pourquoi j'ai analysé ce mot dans les dictionnaires? Ben justement, quand on introduit en cours de langue un mot, et si les apprenants ne connaissent pas ce langue, donc bien sûr, on peut essayer de consulter un dictionnaire. Donc justement, ici, en consultant les dictionnaires polonais et français, on ne voit pas beaucoup de différences. On dirait que c'est plus ou moins la même chose. Ce sont des bons équivalents. Et maintenant, j'aimerais ici parler un petit peu, donc aller vers un autre sens. Donc, je m'éloigne des dictionnaires. J'aimerais parler des corpus de texte, puisque ce sont des ressources lexicographiques qui se développent dernièrement grâce aux acquis, grâce au progrès technologique. Les corpus de texte, ce sont des ensembles de textes, des grands ensembles de textes qui se trouvent sur un site Internet et grâce à différentes fonctionnalités, à différents outils, on peut accéder à ces données, c'est-à-dire on peut voir ce qu'il y a, parce que quand on a beaucoup de données, il est vraiment très, très important d'avoir des outils qui permettent d'explorer, d'analyser ces données. Et justement, une chercheuse, Wierzbicka, donc une linguiste polonaise très éminente, elle a essayé d'analyser certains lexèmes comme en anglais et en russe, elle les a comparés, mais elle a fondé sa comparaison sur la fréquence. Puisque, quand c'est là qu'il dit qu'il semble logique que les lexèmes les plus fréquents désignent les réalités les plus significatives. Donc voilà, quand les dictionnaires qui nous présentent quelque chose de manière qualitative ne permettent pas de voir une différence, donc on va chercher ailleurs en se fondant sur un autre critère. Et ben justement, Wierzbicka nous fournit le critère de fréquence. Et si bien sûr, c'est pas tellement lié au patrimoine, c'est tout simplement pour expliquer la méthodologie. Donc, vous voyez, en tout cas, en anglais, en russe, il y a des mots péjoratifs ou des jugements, des mots qui permettent d'exprimer des jugements radicaux. Mais vous voyez, en anglais, ces mots sont beaucoup moins fréquents puisqu'elle les a analysés dans des corpus de texte. Et puis, en russe, ces mots ont une fréquence beaucoup plus grande. Donc, ça nous dit quelque chose sur la langue, n'est-ce pas? Mais pas uniquement sur la langue, mais également sur la culture.
Et voilà juste un petit exemple, jetant un coup d'œil sur à l'intérieur d'un corpus qui est disponible sur Internet, qui nous permet de faire une telle visualisation, c'est-à-dire il nous montre un mot avec toutes ces connexions avec d'autres mots. Et nous voyons également, donc nous voyons les mots avec lesquels ce mot apparaît souvent dans des textes, mais également nous voyons ces lignes qui sont plus épaisses, ça veut dire que la fréquence de l'emploi est plus forte, plus grande. Et quand on observe, moi j'ai analysé ici patrimoine versus dziedzictwo, et puis en analysant tout cela, en regardant ces deux visualisations, on peut constater qu'il y a effectivement, entre le français et le polonais, il y a une ressemblance. C'est-à-dire, nous avons des colocations comme dziedzictwo kulinarne, narodowe, duchowe, pardon, donc tout d'abord, kulturowe, bogate et historyczne. Voilà, donc culturel, riche et historique. C'est la même chose. Donc, il y a des choses qui sont semblables. Par contre, il y a des colocations qui ne sont pas les mêmes. Donc, je vous rappelle, donc les dictionnaires n'ont pas fourni beaucoup d'observations qui permettaient de parler de différences. Par contre, ici, le premier corpus, le plus simple, nous montre qu'il y a une certaine différence concernant l'emploi du mot patrimoine et dziedzictwo. Et bien voilà, cette méthodologie est fondée sur des théories qui ont été développées dans les années 50 même, c'est le début des travaux par les linguistes britanniques notamment, qui disait effectivement, voilà, you shall know a word by the company it keeps. Donc, ça veut dire que le sens d'un mot peut être découvert à travers une analyse des mots avec lesquels des voisins d'un lexème. Donc, moi, ça, c'est le fondement de ma méthodologie. Et bien voilà, j'ai analysé d'autres corpus. Donc, il y a un grand corpus polonais, le Narodowy Korpus Języka Polskiego. Il y a également un grand corpus franc-texte, un corpus français. Et la taille de ces corpus est assez comparable, c'est-à-dire le nombre de mots qui se trouvent dans ces corpus est assez comparable. Et j'ai analysé la fréquence, c'est-à-dire combien de fois le mot patrimoine apparaît dans le corpus franc-texte, dans le corpus français, franc-texte, et dans le corpus national polonais. Et bien justement, vous voyez que la fréquence du mot dziedzictwo est plus grande dans le corpus polonais. Ça veut dire que probablement, selon cette constatation que je vous ai citée, n'est-ce pas, c'est un mot plus fréquent, donc probablement a une grande importance et plus significative pour les Polonais. Et maintenant, j'ai essayé d'analyser dans ces deux corpus plus grands, donc franc-texte et le corpus national polonais. Donc, j'ai analysé les colocations avec les adjectifs, c'est-à-dire avec quels adjectifs le mot patrimoine et le mot dziedzictwo apparaissent dans ces deux corpus. Et puis, voilà, j'ai pris en considération le critère de fréquence. Et qu'est-ce que nous voyons? Donc, nous voyons que dziedzictwo narodowe, donc le patrimoine national, ça c'est la colocation adjectivale la plus fréquente dans le corpus national polonais. Par contre, en français, nous avons le patrimoine commun. Bien sûr, nous avons national, ancien, culturel. Si on observe ces adjectifs, nous voyons beaucoup de ressemblances. Mais ce qui les diffère, c'est la fréquence. Et
Donc, finalement, ce qui est semblable ici, c'est commun, national, culturel. Donc, ce sont les colocations semblables. Par contre, je souligne narodowe, donc le dziedzictwo narodowe, le patrimoine national en polonais, c'est vraiment, c'est une colocation qui a une grande fréquence. Et puis, parmi ces colocations, il y a, en français, il y a des colocations qui me paraissent assez intéressantes comme propre et petit. Donc, le patrimoine propre et le patrimoine petit, le petit patrimoine, plutôt l'autre. Et en polonais, nous avons historique, culinaire et chrétien. Donc, c'est cet adjectif culinaire qui me paraît également assez intéressant. Et puis, chrétien, ça paraît assez logique, n'est-ce pas? Et cet adjectif n'apparaît pas parmi les colocations avec les adjectifs, les colocations les plus fréquentes. Donc, ça, c'est également, ça pourrait montrer qu'il s'agit d'une certaine spécificité polonaise. Et maintenant, j'ai bien sûr analysé pas uniquement les colocations les plus fortes, les plus fréquentes, mais toutes les colocations que j'ai relevées dans ces corpus, et j'ai essayé de les catégoriser. Et bien voilà, j'ai distingué plusieurs catégories. Voilà, donc tout d'abord, tout ce qui est lié à la culture, à la nation, la catégorie communautaire, typologique, spirituelle, qualitative, c'est-à-dire différents adjectifs comme petit, grand, riche. Donc, c'est dans cette catégorie temporelle. Donc, vous voyez, le patrimoine ancien, vieux, ainsi de suite, et autres. Et pour le polonais, c'est également cette catégorie qui est liée à la nation, donc à toute la communauté parlante. Voilà. Bien sûr, cette catégorie liée à la culture, elle est également importante. La deuxième, n'est-ce pas? Donc, finalement, ce qui domine, il y a deux catégories en polonais. Et puis, il y a d'autres catégories qui sont beaucoup moins importantes. Et puis, il y a également deux adjectifs qui apparaissent dans cette catégorie qualitative. Wielkie, smutne, donc le patrimoine, le grand patrimoine, le patrimoine triste, ce qui n'apparaît pas parmi les colocations françaises. Et ben justement, regardez comment se présente cette catégorisation, donc les mêmes catégories, et en français. Donc, ce qui domine, c'est tout ce qui est lié au patrimoine commun. Donc, quelque chose qui est commun. Ça, c'est la catégorie dominante. La deuxième, donc, le patrimoine intellectuel, mais touristique et d'autres, donc artistique, scientifique, cinématographique et d'autres. Et puis, national et culturel, ça existe bien sûr en français, mais c'est la fréquence des colocations qui apparaissent qui fait que ces catégories paraissent moins importantes. Et puis, il y a d'autres catégories. Et dans la catégorie qualitative, moi, j'aimerais indiquer ce qu'on a déjà vu, n'est-ce pas, l'adjectif petit, n'est-ce pas, donc la colocation du mot patrimoine avec l'adjectif petit, n'est-ce pas, en polonais, c'était grand et triste également. Et puis ici, j'essaye de montrer les deux, c'est-à-dire deux représentations, mais qui permettent peut-être de mieux voir comment ça se fait, comment ça s'est organisé du point de vue de la langue en français et en polonais. Donc, nous voyons qu'effectivement, ça, bien sûr, j'ai normalisé tout ça, j'ai fait différents calculs pour qu'on puisse mettre tout cela ensemble. Et effectivement, ce qui est dominant, c'est cette catégorie qui est liée à la nation, n'est-ce pas? C'est pas uniquement le patrimoine national, mais polonais, juif, grec, latin, donc il y a d'autres éléments, mais tout ce qui est lié à toute la nation. Et puis, donc cette catégorie également concernant la culture, la civilisation, qui est très, très importante en polonais dont on a parlé. Par contre, nous pouvons voir ici peut-être un peu mieux
que la distribution des catégories est plus uniforme, n'est-ce pas? Donc, on ne voit pas une catégorie qui serait vraiment très, très dominante en français. En polonais, cette caractéristique est différente. Et puis, moi, je vous ai parlé du critère de fréquence, mais bien sûr, on peut, grâce au corpus de texte, grâce aux données qu'on a sur Internet même, parce que moi, j'ai essayé de faire de recherches sur Internet également, on peut regarder, on peut trouver des mots, des colocations ou des phénomènes linguistiques qui sont moins fréquents. Ça existe. Et des fois, c'est également intéressant pour un chercheur. Et puis ici, vous voyez, donc, il y a surtout, et ça concerne surtout le français. Donc ici, parmi les colocations qui sont moins fréquentes, il y a beaucoup de colocations de type paysager industriel, forestier, rural, végétal, viticole, arboré, piscicole, ainsi de suite. Ça apparaît des fois sur Internet en polonais, mais je n'ai pas trouvé dans des corpus de texte en polonais. Donc, ça veut dire que, et puis en tant que polonaise, je peux dire qu'effectivement, ce sont des structures, des lexicales qui apparaissent qui sont un peu bizarres pour les Polonais. Donc, on peut constater qu'effectivement, en français, il y a encore un autre phénomène. Il y a une autre distribution, ce qu'on a vu, mais nous voyons qu'effectivement, à vrai dire, chaque objet, chaque phénomène de la vie sociale, de la vie économique peut devenir une source de patrimoine. Voilà, en polonais, c'est beaucoup moins fort. Et puis, donc, voilà le résumé de cette partie. Donc, il y a des ressemblances sémantiques, n'est-ce pas? Donc, dans les deux langues, il y a ce patrimoine culturel et national, mais en polonais, c'est cette colocation nationale qui domine. Et puis, en français, on dirait que le patrimoine est un phénomène un peu plus concret, que chaque objet peut devenir un objet patrimonial. Par contre, en polonais, je dirais, et ça c'est également mon intuition qui m'a poussée à cette recherche, qu'en polonais, le mot dziedzictwo, c'est un concept plus abstrait, plus éloigné du quotidien de l'homme. Voilà, donc commun, touristique versus national, petit versus grand, n'est-ce pas? Donc, ce sont les résultats de ma recherche linguistique. Et maintenant, j'ai essayé de chercher une confirmation de ce que je trouvais en analysant la langue. Et puis voilà, je trouvais sur le site également de l'Université Jagiellon, il y a les résultats d'un projet qui est intitulé Moje dziedzictwo, mon patrimoine, qui contient quatre catégories. Donc, ça part des gens, de la tradition, des objets et des lieux. Voilà. Et également les graphiques, donc les couleurs, ces images, à mon avis, sont également significatives. Et puis, j'ai trouvé 3 témoignages que j'aimerais vous présenter ici. Donc, le premier qui se trouve dans la catégorie lieu, et il est intitulé Działa i działka dziedzictwa. Donc, voilà, ici, il y a un jeu de mots, działa, działka, n'est-ce pas? J'ai essayé de traduire en français. Donc, działo, c'est en français un canon. Działko, petit canon, n'est-ce pas? Mais działka, voilà, c'est un petit terrain, une parcelle. Donc, en français, bien sûr, on ne voit pas ce jeu de mots, mais en polonais, il existe. Et puis, qu'est-ce qu'on peut lire sur ce site? Donc, il y a des mots qui, dès qu'ils y apparaissent, découragent toute réflexion sur leur signification, sans parler d'une prise de position concrète à leur égard. Dans mon cas, c'est le mot patrimoine qui a été un canon lourd, à introduire dans le champ de réflexion. Le mot patrimoine a eu dans mon esprit de fortes connotations de puissance, de grandeur en général. Si le mot devait être habillé de couleurs, ça c'est intéressant, ce serait certainement alternativement l'acier ou le pot.
les questions de patrimoine, c'était une boîte lourde et difficile à ouvrir. Voilà une certaine vision de ce que c'est le patrimoine pour cette jeune personne. Voilà. Donc ici, j'ai essayé de montrer les mots-clés de ce texte, n'est-ce pas? Donc patrimoine, encore une fois, grandeur, acier, bois difficile à ouvrir, puissance, propre, lourd, n'est-ce pas? Et je crois que on commence à voir que ça correspond un petit peu au résultat de mes recherches linguistiques, n'est-ce pas? On trouve plus ou moins les mots qui ont soit un sens pareil, soit une connotation pareille. Continuons donc, témoignage numéro 2, et nous pouvons lire ici, nous arrivons à la conclusion que le patrimoine est constitué des valeurs construites en nous, famille, origine, pays, histoire, souvenirs, rêves et attachements. Nous savons que ce ne sont pas seulement les monuments, les objets et l'ensemble de la culture qui nous restent des autres générations, ce sont les personnes, les souvenirs, les valeurs et les liens partagés. Grâce à eux, nous faisons l'expérience de l'ancien et du nouveau en même temps. Donc ici, nous voyons qu'on va, à mon avis, on s'approche ici de cette vision plus à la française, je dirais, n'est-ce pas? Puisqu'il y a cette famille, souvenir, surtout rêve, n'est-ce pas? Mais bien sûr, reste la culture, et reste le pays, l'histoire. Donc tout cela, ces valeurs, ça reste toujours. Et puis ici, le troisième témoignage, très émouvant, qui est intitulé, moi j'ai ajouté la dernière parce qu'effectivement il s'agit de la dernière carte postale, mais le titre était carte postale. Et ça, à mon avis, c'est un exemple d'un patrimoine triste. On a vu déjà cette colocation. Ben justement, c'est sur le site, on trouve ces images qui représentent la dernière carte postale qui a été envoyée par l'arrière-grand-père de l'auteur de ce témoignage, et cet arrière-grand-père a été interné dans un camp à Katyn et puis il a été tué. Et puis voilà justement la dernière carte postale qui a été sauvegardée, qui est un trésor de cette famille. Voilà. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on peut lire, pas dans cette carte, mais dans le témoignage. Donc, ici, le grand-père Zbyszek entretient inlassablement, donc ça, c'est le fils de la personne qui a été tuée par l'armée rouge. Donc, il entretient inlassablement la mémoire de ses proches. Il nous raconte les moments difficiles et tragiques de la Seconde Guerre mondiale, nous montre à nous, ces petits-enfants, le souvenir laissé par nos proches. Et je ne vais pas tout lire parce qu'on n'a pas suffisamment de temps à mon avis, mais c'est le grand-père veut que nous racontions, que ces petits-enfants racontent, continuent à raconter, et qu'ils parlent, qu'ils témoignent de l'affection que l'arrière-grand-père portait à sa famille et l'attention qu'il lui apportait jusqu'à ses derniers jours, loin de la maison familiale. Donc, voilà, ici, un autre outil méthodologique donc, qui est fondé sur l'analyse de discours. Donc, voilà, l'objet de tout cela, ça, c'est une carte postale, n'est-ce pas? Et qui, donc, ça c'est l'auteur du texte, qui parle de son grand-père, n'est-ce pas? Et quelles sont les valeurs qui sont mentionnées ici dans ce témoignage? Donc, on y parle du patrimoine immatériel, donc honneur, liberté, mais voyez, ici, il y a également l'affection pour la famille. Parce qu'effectivement, dans cette dernière carte postale, l'arrière-grand-père part de sa famille, de son grand bonheur quand il a reçu un message de sa famille. Donc, ces liens familiaux qui sont très, très importants dans cette carte postale. Voilà, donc nous voyons, il y a ces grandes valeurs, honneur, liberté, qui sont mentionnées dans le témoignage sur le site de l'Université Jagellon, mais il y a également cette affection pour la famille. Et action, donc, le grand-père entretient, raconte, montre, donc c'est ce qu'il fait avec le patrimoine, n'est-ce pas? Son patrimoine.
Et puis, l'auteur va également raconter et va préserver. Donc, ce sont des actions, mais par rapport à ce que vous allez voir, ce sont des actions, si on peut le dire, assez passives, n'est-ce pas? Donc, c'est raconter, préserver, mais ce n'est pas faire. Et puis, voilà, j'aimerais ici vous passer à une autre action, à un autre projet français cette fois-ci, qui s'adresse bien sûr à notre public un peu plus jeune, aux enfants, aux adolescents. Donc, bien sûr, la formule doit être un peu différente, mais voyez déjà une affiche qui annonce ce projet, n'est-ce pas, qui est tout à fait différent par rapport aux images, je vous ai mentionné, n'est-ce pas, faites attention aux images qu'on voyait sur le site de l'Université Jagellon, n'est-ce pas? Donc, ici, l'affiche est tout à fait différente. Vous allez en voir encore d'autres. Et puis, si on parle des actions, qu'est-ce qu'on peut faire avec le patrimoine? Donc voilà, il y aura des animations, il y aura des ateliers, visites, jeux de piste, fresques, street art, représentation de théâtre. Donc vous voyez, ici, on va vers l'action, vraiment, en essayant d'enseigner le patrimoine, de transmettre le patrimoine aux jeunes. Ah ben voilà, donc des actions un peu plus actives, si on peut le dire. Et maintenant, voilà quelques d'autres affiches qui ont été utilisées pour promouvoir ce projet. Et si on voulait les caractériser, moi je crois qu'on n'a pas le temps, il n'y a pas suffisamment de personnes peut-être pour échanger, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on pourrait dire qu'il y a beaucoup de couleurs, c'est plus dynamique, c'est vivant, joyeux, diversifié, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, je vous rappelle un autre public, n'est-ce pas? Plus jeune, mais quand même. C'est comme pour les enfants. C'est pour les enfants et pour les enfants et pour les adolescents. Voilà. Et puis, le dernier mot, est-ce que je peux encore? Voilà, puisque bien sûr, on peut essayer encore une fois de chercher des réflexions qui sont fondées sur l'anthropologie, puisque ça peut également nous permettre de comprendre un peu mieux ce phénomène et de voir si, encore une fois, mes résultats de la recherche linguistique est confirmé. Et bien voilà, je vous recommande le livre de Jean-Louis Tornatore, Le patrimoine comme expérience. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est le mot expérience qui revient, n'est-ce pas? Ça correspond à ce projet pour les jeunes en France, n'est-ce pas? Par contre, en polonais, nous employons, nous avons une attitude un peu différente, légèrement plus différente. Et puis, il y a une définition du patrimoine, c'est un opérateur social diffus, imprécis, n'est-ce pas, centré sur l'affirmation d'attachement. Donc, on a vu déjà cet attachement également chez nous, dans ces témoignages, par exemple, et attachement à des choses ou à des êtres, au nom d'une conception variable de la continuité temporelle des sociétés humaines, n'est-ce pas? Donc, nous voyons ici ce mot continuité, n'est-ce pas? Donc, on essaye comment dire, de construire vraiment, de renforcer le lien entre le passé et le présent, et vous allez voir, même aller plus fort vers le présent. Et donc, dans ce livre, donc, on dit que le patrimoine est une sorte de rapport au présent, autant sinon plus qu'au passé. Donc, effectivement, le patrimoine est plus important pour nous, pour comprendre notre présent, que pour des raisons historiques ou je ne sais pas, pour comprendre notre passé. Parce que finalement, pour nous, pour les gens, c'est le présent qui compte le plus, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le rôle du patrimoine. Et on propose de sortir d'une définition du patrimoine qu'on regarde sur le passé, donc encore une fois, forme d'expérience de la nation. Donc le passé
qui est lié effectivement à cette expérience nationale, ou expression identitaire vers l'attachement aux êtres et aux choses qui nous entourent, n'est-ce pas? Donc, on revient à cette définition que nous avons vue. Et puis, il y a encore une autre idée, le passage du patrimoine qui est défini comme à nous, n'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose qui est à nous, qu'on nous a transmis. Par contre, on va vers le patrimoine qui est c'est nous, n'est-ce pas? Donc, le patrimoine, ça fait partie de nous. Donc, ça, c'est une idée, c'est une pensée de Daniel Fabre. Et puis, encore une petite citation, le patrimoine comme levier démocratique du Vignat, citoyen avec, pour corollaire, le patrimoine comme commun. Donc, encore une fois, nous voyons ici que ce mot commun qu'on a vu dans notre analyse linguistique revient ici, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est quelque chose qui est commun, mais pas forcément au niveau national, n'est-ce pas? Parce que nous pouvons nous sentir comme une communauté où il y a des liens, des attachements, mais la nation, c'est un autre niveau, n'est-ce pas? Une autre dimension. Donc ici, on va vers ce commun. Et voilà, je vous rappelle, donc en polonais, c'était patrimoine national, et puis en français, ce patrimoine commun. Et on s'approche de la fin déjà. Donc ici, il y a à mon avis, on revient à ce que j'ai trouvé dans le manuel du FLE et on revient à ce secteur touristique, puisqu'on dit que le titre du livre, c'est le patrimoine comme expérience, n'est-ce pas? Mais chacun a son expérience personnelle, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose c'est pas un phénomène commun pour tout le monde, n'est-ce pas? Donc, il y a cet élément de subjectivité. Donc, la subjectivité des expériences patrimoniales l'a conduit alors à se demander si un partage, une construction du patrimoine comme bien commun, donc encore une fois, cette notion de commun qui revient, est encore possible à l'heure d'une patrimonialisation de plus en plus insérée dans l'industrie du loisir. Donc voilà, le tourisme, on retrouve notre tourisme ici, n'est-ce pas, qui fait partie de cette industrie du loisir, n'est-ce pas? Donc, voilà, je crois qu'on peut évoquer ici ces colocations que je trouvais, donc un petit patrimoine, n'est-ce pas, ou un patrimoine touristique. Donc, ma conclusion serait, pour être visualisée de cette manière-là, c'est-à-dire, je crois qu'en France, le patrimoine est descendu du piédestal, n'est-ce pas? Donc, et à mon avis, il est plus horizontal, avec ces attachements, ces liens entre les êtres et le présent. Par contre, en Pologne, à mon avis, à cause de l'histoire, à cause de notre passé, ce patrimoine a notre caractère. Donc, si vous permettez de revenir à la première diapositive, donc voilà, c'était ici. Donc, je crois que on pourrait se mettre d'accord qu'effectivement, ce triangle où la dimension plus horizontale représente un peu plus, un peu mieux, le patrimoine français. Et puis, en Pologne et en polonais également, puisque j'ai analysé la langue. Donc, il y a toujours cette dimension plus verticale qui domine. Mais bien sûr, ce n'est pas la seule, mais elle est un peu plus dominante. Et c'est tout, donc merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Agnieszka. C'était très intéressant, très complexe et très intense. Merci de nous avoir expliqué le patrimoine de la perspective de ta domaine de recherche. Donc, nous vous invitons alors à poser des questions et des commentaires. Est-ce que tu peux juste regarder sur le chat s'il n'y a pas de questions? Peut-être je veux vous pouvez poser vos questions. Peut-être on peut changer de à vive voix ou de les écrire sur le chat. Je vous en prie, ne soyez pas timide. Bravo. Merci. Merci.
Bon, je vais alors commencer. C'est que moi j'ai compris et j'ai constaté, c'est que pour moi, c'était tout à fait une expérience nouvelle parce que je viens d'un autre domaine de recherche. Donc, pour moi, la perspective linguistique sur le patrimoine était très intéressante. Je pense que, comme tu l'as très bien montré dans ta présentation, en fait, la langue, elle est aussi notre patrimoine national et aussi notre patrimoine commun. Ce que tu as montré aussi, c'est que pour moi, ça me paraît très, très intéressant, c'est que nous avons vu très bien dans ta présentation que, en fait, le patrimoine au niveau linguistique, c'est le mot qui évolue dans le temps. Comme tu l'as montré tout au début, aujourd'hui, nous avons un contexte un peu péjoratif de mot dziedzictwo en polonais. Et nous voyons par cela aussi qu'en fait la langue évolue dans le temps et c'est pour cela la signification de certains mots évolue aussi. Ce qui m'a intéressé le plus en fait dans ta présentation, c'est que en fait le patrimoine, c'est le mot qui est lié à la fois à la culture nationale et encore plus générale, mais aussi à l'histoire et dans le contexte national, mais aussi à l'histoire personnelle de personnes, mais également en fait à la société, comment la société évolue et se forme, et aussi à, comme tu l'as montré à la fin, à une sorte, à l'expérience aussi au niveau national et au niveau personnel. Et là, j'ai une question. Est-ce que, à ton avis, est-il possible, est-ce que ça aussi c'était montré où il y avait une conclusion comme ça dans tes études, que le patrimoine aussi peut être analysé du niveau européen, parce qu'aujourd'hui, nous parlons beaucoup du patrimoine européen, donc du patrimoine commun. Et vu le contexte polonais, comme le mot patrimoine est toujours lié au national, est-ce que nous voyons aussi un patrimoine européen au niveau de la linguistique? Oui, donc merci pour cette question. Bien sûr, c'est-à-dire moi je peux répondre tout de suite que j'ai trouvé une colocation, un patrimoine européen, donc ça existe. Et ça existe également en polonais, en français. Et je crois que en analysant tout cela, moi j'ai pu constater que l'état de la langue aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il est effectivement ce que j'ai essayé de faire, d'analyser les mots qui ont une fréquence qui est plus basse, parce que ça peut montrer les directions dans lesquelles cela va se développer. Et je crois que cette dimension européenne, sans aucun doute, va apparaître. Mais bien sûr, à une certaine condition, n'est-ce pas? Si vraiment, comment nous sommes capables de percevoir finalement notre attachement à l'Europe, n'est-ce pas? Si c'est pas uniquement un phénomène ou je sais pas, une attitude assez instrumentale, n'est-ce pas? Donc l'Europe sert à quelque chose, ça fournit des ressources, pas? Ou si vraiment les sociétés comme la société polonaise vraiment est capable faire de donner naissance à un attachement plus profond à l'objet et à ce phénomène, à mon avis. Merci beaucoup. Nous avons une question sur le site d'Alberto Muratore qui nous demande si vous en connaissez, est-ce qu'il y a des projets d'humanité numérique à propos de la diffusion des mots dans l'espace? Par exemple, des cartes qui montrent l'usage des mots au niveau territorial ou leur connexion avec mots d'autres langues. C'est une question. Je ne peux pas répondre finalement à cette question parce qu'à vrai dire, je ne suis pas intéressée à cette problématique.
Mais de l'autre côté, je peux dire que vraiment, les humanités numériques, c'est vraiment un phénomène qui est très dynamique, qui se développe tout le temps. Donc, je crois qu'il faut chercher, il faut savoir chercher, tout simplement, et probablement, on pourra trouver des choses. Mais moi, effectivement, c'est pas quelque chose qui m'a intéressé, donc excusez-moi. Nous avons aussi un commentaire de professeur Zatoska qui nous a déjà quittés parce qu'elle devrait se déconnecter. Excusez-moi de vous interrompre, c'est sur Twitter? Non, c'est sur Zoom. Sur Zoom. Oh. Qui dit que le mot Djidjitfos, de étymologie Djidjitska, a une connotation de régner. On dit alors maître, maîtresse, quelqu'un qui est responsable de l'héritage qu'il gère ou qu'il gouverne. Cet élargissement du concept pourrait traduire le sérieux du terme ainsi que la fréquence de certaines collocations. Oui, donc tout à fait. C'est pas tout à fait, effectivement, ça correspond un petit peu à mes constatations, n'est-ce pas, au résultat de mes recherches. Effectivement, je n'ai pas pensé à ce sens, mais sans aucun doute, ça apporte un petit peu une nouvelle vision. Donc, ça reste un terrain à explorer. Alors, ouais, tout à fait. Donc, à de nouveaux recherches, ça ne reste pas encore tout à fait exploré. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être pas vraiment de questions. Commentaires? Commentaires plutôt, peut-être. J'avais une question. Pourquoi il y a cette différence entre la culture entre Pologne et France, qu'en Pologne, le patrimoine est considéré comme péjoratif? Est-ce que peut-être c'est aussi, on peut changer ça, peut-être? Je crois que la différence a des sources différentes, mais notamment, c'est le passé qui est différent dans les deux pays. Et ce sont également des raisons historiques. Nous avons des histoires tout à fait différentes. Donc ça, à mon avis, explique pourquoi surtout dans ce corpus, le corpus national polonais, dans le corpus Frontext, qui est fondé sur la littérature, n'est-ce pas? Donc, il y a des différences qui sont liées à l'histoire et au passé qui sont différents. Cette citation que j'ai trouvée sur le site de l'université Jagellon, qui introduit finalement le concept de patrimoine assez péjoratif, c'est à mon avis, peut-être, ça peut être lié au fait que on essaie maintenant, notre génération, le moment de l'histoire, donc le jour d'aujourd'hui, bien sûr on ne peut pas le dire, c'est le moment d'un passage de cette attitude et de cette histoire qui était pour les Polonais assez dure, assez difficile au niveau national, mais ce qu'on a vu également au niveau individuel. Et maintenant, on commence à créer une société qui est différente, n'est-ce pas? Qui est tout à fait différente, c'est-à-dire probablement la notion du patrimoine changera. Et bien sûr, souvent des changements sont liés à un certain rejet de ce qui existait. D'accord? Donc, le jeune, surtout parce qu'à mon avis, cette citation concernait plutôt l'opinion des jeunes, puisque si on posait la même question à, je ne sais pas, à nos grands-parents, probablement ils ne seraient pas du tout d'accord, hein, que c'est pathétique, que c'est ennuyeux, n'est-ce pas? Par contre, ça, c'est probablement, ça présente la vision des jeunes et qui essayent de créer le patrimoine en tant que notion plus moderne, qui est liée plus au présent et qui est plus nécessaire à nos besoins d'aujourd'hui. Voilà, donc une sorte d'un passage
d'une certaine vision du patrimoine vers une autre vision du patrimoine. Et voilà, donc il faut montrer que quelque chose n'allait pas ou ne va plus, n'est-ce pas? Que maintenant nous avons une certaine, notre société, notre vie aujourd'hui n'est pas trop triste, n'est-ce pas? N'est pas si dure. Donc voilà, on peut essayer de créer une autre attitude par rapport au patrimoine. Ça, c'est mon interprétation. Voilà. Je ne sais pas si ça. Voilà. Mais j'aimerais connaître un petit peu les commentaires parce que ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un aimerait. Donc, nous vous invitons à commenter, s'il vous plaît. Ne soyez pas timide. Je vois Panian Bogdalski. Oui, bonsoir. J'ai une question. C'est une question plutôt liée à la méthodologie, parce que je ne sais pas si j'ai bien compris. Cette analyse de corpus nous permet d'analyser toutes les œuvres qui ont paru de ce corpus. On peut tirer seulement les conclusions d'un certain bagage de connotation, mais pas le changement de signification de mots. Est-ce que je bien comprends l'idée d'analyse de corpus? Donc, effectivement, vous avez raison, c'est-à-dire, effectivement, dans le corpus, nous avons certaines données, n'est-ce pas? Et dans ces données, on peut les analyser, on peut faire des calculs, on peut poser des questions au corpus de texte. Et puis, mais effectivement, ça, c'est l'état de la langue. Donc, ça prend en considération les colocations qui sont, disons, d'origine ancienne et également ce qui est nouveau. Bien sûr, ça dépend du corpus. Donc, parce qu'il y a des corpus qui sont très, très différents. Donc, par exemple, le premier corpus que je vous ai montré avec ces graphes, donc, c'est un corpus qui contient des données d'Internet. Donc, c'est plus récent, n'est-ce pas? C'est fondé sur des données plus récentes. Et par contre, le corpus national polonais et Frontex, ce sont des corpus qui sont fondés plus sur la littérature. Donc, effectivement, ça peut fournir des informations concernant l'attitude de la langue par rapport au patrimoine qui est plus ancienne. Voilà. Donc, mais si on voulait vraiment observer un certain changement, il y a des corpus également qui le permettent. Donc, par exemple, dans Frontex, on peut choisir une période. Donc, on peut analyser les données, donc les textes du 19e siècle, du 18e siècle, du 20e siècle, et ça nous permet d'avoir une analyse un peu plus dynamique. Donc, ça, effectivement, permet d'observer certains changements. Donc, c'est une très bonne idée. Et donc, encore une fois, la recherche n'est pas terminée. C'est juste une approche, n'est-ce pas? Par contre, bien sûr, on peut développer. Mais c'est vraiment une très bonne remarque. Merci. Je voulais juste le clarifier pour que je puisse poser ma deuxième question. Est-ce que vous voyez une sorte de désacralisation des mots qui nous semble maintenant un peu trop grandiloquent? Je ne sais pas comment le dire, mais la nation, la patrie, le patrimoine. Alors, tous ces mots qui sont les racines de nos identités. J'ai l'impression qu'ils sont que le niveau de
de cette sacralité de ce mot devient de plus en plus bas. Je ne sais pas si c'est clair ce que je voulais dire, mais bon. Oui, je crois que vous avez raison et je crois que j'ai essayé de vous montrer un petit peu cela, n'est-ce pas? Donc, cette dimension verticale qui domine dans le patrimoine polonais, je crois que c'est, si je comprends bien, ce que vous appelez la sacralisation, n'est-ce pas, de certains mots. Hein? Voilà, mais je crois que ce qui a été dit dans cette vision anthropologique qui concerne bien sûr la France, mais pas uniquement, puisque là, on se réfère également à des recherches de l'Amérique du Sud, ainsi de suite. Donc là, on insiste l'expérience, n'est-ce pas? Et si vraiment on veut passer par l'expérience, donc ça entraîne une certaine désacralisation de certains phénomènes. On veut vraiment faire quelque chose avec la patrie, avec le patrimoine, avec la nation. On essaye de faire quelque chose avec, n'est-ce pas? Donc, on essaye que ça passe par notre expérience. Voilà, donc ça, c'est une certaine tendance qui est observée. Et je crois qu'en France, c'est déjà plus présent, mais également pour différentes raisons. Mais à mon avis, en Pologne, ça va vers ce sens. Moi, je fais des recherches concernant le mot liberté, par exemple. Donc, c'est également un mot-clé, n'est-ce pas? Donc, un mot qui est sacré pour les Polonais. Et puis justement, Pour les Français aussi. Pour les Français également, voilà, mais également une attitude un peu différente. Mais pour les Polonais également, cette liberté qui est liée à la vie quotidienne, à la vie de chacun de nous. Donc la liberté de choisir, de décider ce qu'on veut faire. Ça, c'est une composante qui commence à apparaître en polonais, qui est un peu plus dominante en français, et même dans les dictionnaires, parce que les dictionnaires, j'ai ici comparé les dictionnaires et les corpus de texte, mais bien sûr, les dictionnaires aujourd'hui sont construits à base des corpus de texte également et des données textuelles, sans aucun doute. Donc même dans le Wielki Słownik Języka Polskiego, donc le dictionnaire en ligne qui est assez récent, assez moderne à mon avis, ben voilà, cette composante qui est liée à la liberté de la nation, elle se trouve à la 3e place, il me semble. Et la première définition, le premier sens du mot liberté en polonais, dans ce dictionnaire, et déjà, ben voilà, justement, liberté individuelle de chacun de nous. Et avant, dans d'autres dictionnaires, c'était surtout la liberté nationale du pays. Voilà. Donc, on observe un certain glissement de sens et l'évolution de ce mot sacré en polonais, mais également en français. C'est très intéressant. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci. Si vous avez encore des questions et des commentaires, c'est le dernier moment parce que malheureusement, notre invité va nous quitter vers d'autres obligations. Moi, j'ai encore une question. Alors, s'il vous plaît. Choisi ces sujets. Moi, j'ai essayé au début de l'expliquer parce que j'enseigne le français. Mais de l'autre côté, mes intérêts... Excusez-moi, ou les enfants? Ici à l'université. Ah, ici à l'université. Aux étudiants. Voilà, aux étudiants. Et, mais moi, je m'intéresse également à l'analyse linguistique concernant les mots-clés. Et donc, moi, je vais dire que tout simplement, le mot patrimoine, j'ai vu que ce mot apparaissait dans des manuels. Donc, c'est un mot qu'il faut enseigner, tout simplement. Mais je me suis dit que, à mon avis, et c'était mon intuition au début, qu'il y a une différence concernant le vrai sens de ce mot en français et en polonais. Donc, ma vision de l'apprentissage d'une langue est qu'il faut vraiment montrer la relation entre la culture et les mots.
Donc, s'il y a un mot qui peut nous servir, qu'on peut utiliser, pourquoi pas. Donc voilà, je me suis intéressée à ce mot, j'ai fait mes recherches et puis bien sûr en cours de langue, des fois, bien sûr, je ne présente pas tout ça, mais j'ai glisse des petits commentaires, des petits détails pour qu'ils puissent vraiment avoir sentir cette comment dire ce vrai sens des mots, n'est-ce pas? Les mots, ce ne sont pas des étiquettes, n'est-ce pas? Qu'on peut superposer, qu'on peut remplacer, mais chaque mot a son sens et ça c'est mon objectif, tout simplement, essayer de découvrir ce sens en cours de langue. Merci beaucoup. Je ne sais pas si nous avons encore une minute pour une dernière question. Oui, peut-être. D'Alexandra Zobro qui demande dans le passé, le mot patrimoine était-il également perçu en France de manière aussi pathétique qu'il l'est aujourd'hui en Pologne? Et si oui, comment les Français ont-ils réussi à changer cette connotation? Oui, donc vraiment, je n'ai pas comparé vraiment quelle était la perception au passé, je ne sais pas, au 19e siècle, au 18e siècle. Par contre, d'après ce que j'ai vu, donc l'attitude des Français par rapport à leur patrimoine n'a jamais été la même parce que nous avons une histoire, des histoires différentes, n'est-ce pas? Donc, ce côté tragique, ce côté triste, bah ça, c'est typique pour le Polonais. Par contre, cet aspect qui est lié au loisir, au tourisme, à cette expérience, à la subjectivité, donc ça, c'est nouveau également pour les Français. Donc, voilà. Bah, merci beaucoup. Donc, on va s'arrêter là. Et merci encore à Agnieszka Dryjańska, qui est une passionnade de la langue et surtout de mots. Merci beaucoup d'intervenir dans notre séminaire. Donc, la dernière fois, nous avons montré une perspective de sciences politiques sur le patrimoine. Aujourd'hui, une perspective linguistique. Donc, nous vous invitons à notre prochain séminaire le 8 novembre. Nous accueillerons Jon Stefanita de Moldavie, qui est l'experte en management du patrimoine culturel, qui nous parlera de l'économie du patrimoine, conservation, restauration et la mise en valeur. Donc, merci beaucoup pour aujourd'hui et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci, au revoir.